Une jeune fille, un guerrier enchaîné et une ville au bord du précipice. Mais si la vérité était bien plus dangereuse que ce que l'imagination pouvait concevoir. Voici l'histoire de la façon dont une simple étincelle, allumée par la fille d'un étranger, mit le feu à bien plus qu'une simple corde. Le soleil impitoyable du Texas écrasait de ses rayons la petite ville frontalière de Val-de-Larme, faisant miroiter la chaleur sur les façades poussiéreuses de la rue principale. Le shérif Elias Thorne se tenait sur le porche de son bureau, mâchonnant distraitement un brin de paille, le regard rivé sur l'agitation qui grandissait près de la clôture adjacente à la prison. Là, un guerrier comanche gisait, affaissé contre le poteau, les poignets entravés par d'épaisses cordes de chanvre. Son visage, bien que marqué par la fatigue, conservait une impassibilité de marbre. Les badauds l'invectivaient, mais il restait de glace. « Regardez-le, assis là comme s'il n'avait pas massacré une demi-douzaine de colons », cracha Silas Vane, l'épicier local, dont le frère avait été retrouvé mort sur la piste de Fort Worth 3 jours plus tôt. On aurait dû le pendre sur le champ. Le shérif Thorne changea d'appui, faisant craquer ses bottes usées. « Ce n'est pas comme ça que la justice fonctionne ici, Silas. Il passera en jugement quand le juge Harrison arrivera la semaine prochaine. » Les paroles du shérif n'apaisèrent en rien la tension électrique qui régnait à Val-de-Larme depuis la capture du guerrier. L'homme refusait de prononcer le moindre mot depuis qu'on l'avait traîné en ville. Les habitants l'avaient surnommé « l'aigle muet », en référence à la plume qui ornait sa longue chevelure noire avant que le shérif ne la lui confisque avec ses armes. De l'autre côté de la rue, Élise Dubois, 12 ans, observait la scène depuis la fenêtre du nouveau cabinet médical de son père. Elle n'était à Val-de-Larme que depuis 2 semaines, arrivée de la côte Est avec son père après le décès de sa mère. Cette ville sauvage ne ressemblait en rien à la cité animée qu'elle avait quittée. Et la vue du Comanche ligoté l'effrayait autant qu'elle la fascinait. « Élise, éloigne-toi de cette fenêtre », l'interpella le docteur Henri Dubois depuis sa salle d'examen. « J'ai besoin de toi pour trier ces flacons. »« Mais père, pourquoi cet Indien est-il attaché à la clôture ?» demanda-t-elle à contre-cœur en quittant son poste d'observation. « Il a l'air assoiffé ?» Le docteur Dubois soupira, posant son journal médical. La nature compatissante de sa fille était le reflet exact de celle de sa défunte épouse. Une bénédiction, mais aussi un défi dans cet environnement hostile. Le shérif pense qu'il est responsable des attaques contre les colons. C'est compliqué, Élise. Mais même les prisonniers ont besoin d'eau, insista-t-elle, ses grands yeux clairs remplis d'inquiétude. C'est vrai, concéda son père, mais ce n'est pas à nous d'interférer avec la gestion des prisonniers du shérif. Alors que le crépuscule enveloppait Val-de-Larme, la foule autour du prisonnier se dispersa. De sa chambre, Élise regarda les derniers habitants regagner leur foyer, laissant le guerrier seul dans l'obscurité grandissante. Le shérif Thorne sortit brièvement pour vérifier les liens, puis se retira dans son bureau pour la nuit, confiant en la sécurité de son captif. Élise ne trouvait pas le sommeil. L'image du guerrier, la tête désormais basse, peut-être par épuisement ou en prière, hantait ses pensées. Lorsque la ville sombra enfin dans le silence et que les ronflements de son père résonnèrent dans la pièce voisine, elle glissa hors de son lit, enfila ses bottines et descendit à pas de loup. Dans la cuisine, elle remplit une petite timbale en étain avec de l'eau et se faufila par la porte arrière. L'air nocturne était frais sur son visage, alors qu'elle traversait la rue principale, restant autant que possible dans l'ombre. Son cœur battait la chamade, mais une détermination qu'elle ne se connaissait guère la poussait en avant. Le Comanche ne bougea pas à son approche, mais ses yeux sombres suivirent chacun de ses mouvements. De près, elle pouvait voir le sang sécher sur sa tempe et la fierté de sa mâchoire. Il ne devait pas avoir plus de 25 ans. Malgré son expression stoïque, Élise devinait sa souffrance. « Je t'ai apporté de l'eau », chuchota-t-elle en tendant la timbale vers ses lèvres. Pendant un long moment, il se contenta de la fixer, la méfiance évidente dans son regard. Puis, lentement, il se pencha et but, sans jamais la quitter des yeux. « Je m'appelle Élise », dit-elle doucement lorsqu'il eut fini. « Et toi ?» Le guerrier resta silencieux, mais quelque chose changea dans son expression, une lueur de surprise peut-être face à cette question directe. « Il t'appelle l'aigle muet, mais ce n'est pas ton vrai nom, n'est-ce pas ?» insista-t-elle. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. « Collie, dit-il, sa voix rauque par manque d'usage. Je m'appelle Collie. »
Élise sourit timidement. « Enchanté, Collie. Je suis désolé qu'il t'ait attaché ainsi. » Avant qu'il ne puisse répondre, le bruit de bottes sur les planches de bois du trottoir fit sursauter la jeune fille, qui se réfugia précipitamment dans l'ombre. Le shérif Thorne émergea du bureau, une lanterne à la main, inspectant les environs d'un air soupçonneux. Ne voyant rien d'anormal, il rentra. Mais Élise savait qu'elle ne pouvait risquer de rester plus longtemps. « Je reviendrai », murmura-t-elle à Collie avant de disparaître dans la nuit. En regagnant la maison de son père, l'esprit d'Élise bouillonnait. Ce guerrier ne ressemblait pas au sauvage sanguinaire que les habitants décrivaient. Il y avait de l'intelligence et de la dignité dans ses yeux, et quelque chose d'autre, une profonde tristesse qui avait éveillé sa compassion. Elle ignorait ce qui avait amené Collie à Val-de-Larme ou quel crime il avait pu commettre, mais elle savait qu'il était injuste de le laisser souffrir. Ce qu'Élise ne pouvait savoir, c'est que son petit acte de bonté venait de mettre en branle des événements qui allaient changer le destin de la ville à jamais. Le lendemain matin, les murmures se répandirent dans Val-de-Larme comme une traînée de poudre. Un étranger était arrivé en ville à l'aube. Un homme tanné par les éléments, aux cheveux noirs striés d'argent et arborant une cicatrice distinctive courant de son œil droit jusqu'à sa mâchoire. Il avait pris une chambre à l'auberge et posé des questions pointues sur le prisonnier Comanche. Il dit s'appeler Lucas Vance, informa la veuve Méline, tandis que le docteur Dubois examinait ses mains percluses d'arthrite. Il prétend être de passage, mais il s'intéresse bougrement à cet Indien que le shérif détient. Élise, qui rangeait des bandages à proximité, sentit son cœur s'accélérer à la mention du prisonnier. Elle avait prévu de lui apporter de l'eau à nouveau cette nuit-là, mais elle s'interrogeait désormais sur les intentions de ce mystérieux étranger. Le docteur Dubois finit de bander les mains de la veuve. « Je suis sûr que le shérif Thorne gérera les affaires de ce Vance, quelle qu'elle soit. » « C'est bien ça le problème, » se pencha la veuve d'un air conspirateur. « Vance ne parle pas au shérif. Il parle à tout le monde, mais quelque chose cloche chez lui. Croyez-moi sur parole. » Après le départ de la vieille dame, la curiosité d'Élise était à son comble. « Père, puis-je aller à l'épicerie pour racheter de l'iode? Nous sommes presque à court. » Le docteur Dubois hocha la tête distraitement, déjà replongé dans sa revue. « Sois rentrée avant le déjeuner, Élise. » La rue principale était plus animée que d'ordinaire, les habitants regroupés en petits cercles, discutant tous apparemment du même sujet. Élise se dirigea vers l'épicerie de Vance, mais son attention fut attirée par le saloon d'en face, d'où sortait un homme correspondant à la description de Lucas Vance. Il se déplaçait avec la grâce fluide de ceux habitués au danger, ses yeux balayant la rue avec une vigilance exercée. Lorsque son regard croisa brièvement celui d'Élise, elle ressentit une étrange familiarité, bien qu'elle fût certaine qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Il y avait quelque chose de connu dans ses yeux, sombres et intenses, tout comme ceux de Collie. À l'intérieur de l'épicerie, la conversation avait tourné à l'hostilité. « Je dis qu'on oublie le procès et qu'on pende ce Comanche ce soir », grognait Silas Vane, avant que sa tribu ne vienne le chercher ou que cet étranger ne cause des ennuis. « Le shérif ne le permettra pas », contredit Madame Perrault, l'institutrice. « La justice n'est pas une option à Val-de-Larme. Ce n'est pas de la justice que de laisser vivre un jour de plus un sauvage qui a tué femmes et enfants, » rétorqua Vane. Élise prit la parole avant de pouvoir s'en empêcher. « Comment savez-vous qu'il a tué quelqu'un ?» Tous les regards se tournèrent vers elle, et elle regretta instantanément d'avoir attiré l'attention. Le visage de Vane s'assombrit. « Ton père devrait t'apprendre à ne pas parler de sujets que tu ne comprends pas, gamine. Cet Indien est coupable comme le péché. Tout le monde sait que les Comanches sont des démons assoiffés de sang. Mais, commença Élise, ça fera 5 sous pour l'iode, la coupa Vane en poussant le petit flacon sur le comptoir. Et dis à ton père de te garder à la maison après la tombée de la nuit. La ville n'est pas sûre avec ce sauvage et ces étrangers qui rôdent. » Élise paya et sortit précipitamment, les joues brûlantes d'indignation. En traversant la rue, elle manqua de heurter Lucas Vance. « Pardonnez-moi, mademoiselle, » dit-il en la stabilisant d'une main douce sur l'épaule. Sa voix était grave et portait un léger accent qu'elle ne parvenait pas à situer. « Tout va bien, monsieur, » répondit-elle en étudiant son visage. La cicatrice était visible, mais ancienne, et ses yeux portaient une lassitude qui parlait d'années difficiles. « Vous êtes la fille du docteur ?» observa-t-il. « Élise, n'est-ce pas ?»
Elle hocha la tête, surprise. « Comment le savez-vous » Un léger sourire traversa ses traits burinés. « Les petites villes ont de grandes oreilles. J'ai entendu dire que vous et votre père étiez des nouveaux venus, comme moi. »« Nous sommes ici depuis 2 semaines, » confirma Élise. « Restez-vous longtemps à Val-de-Larme, monsieur Vance ?» Son expression devint sérieuse. « Cela dépend de plusieurs choses. Dites-moi, que pensez-vous du prisonnier Comanche ?» Élise hésita, incertaine de pouvoir faire confiance à cet étranger, mais quelque chose dans son attitude encourageait l'honnêteté. « Je pense que les gens ont décidé qu'il était coupable sans entendre sa version de l'histoire. Il s'appelle Collie. » Les sourcils de Vance se levèrent légèrement. « Il vous a dit son nom la nuit dernière ?» « Je lui ai apporté de l'eau, » admit-elle, regrettant aussitôt ses paroles en voyant l'intensité de la réaction de l'homme. « Vous lui avez parlé ?» Il s'agenouilla à sa hauteur, sa voix urgente mais basse. « Qu'a-t-il dit d'autre ?»« Pas grand-chose. Le shérif a failli me surprendre, alors j'ai dû partir. » Élise étudia Vance avec attention. « Pourquoi vous intéressez-vous tant à Collie, monsieur Vance ?» L'homme se redressa, son expression illisible. « Disons simplement que j'ai des raisons de croire qu'il n'est peut-être pas coupable de ce qu'on lui reproche. » Il jeta un coup d'œil vers la prison. « Élise, pourriez-vous remettre un message à votre père pour moi ? Dites-lui que j'aimerais lui parler en privé ce soir. Je viendrai chez vous après le coucher du soleil. C'est au sujet de Collie. » Il marqua une pause significative. « Et d'autres sujets. Puis-je compter sur vous ? » « Oui, monsieur, » promit Élise. Alors qu'elle rentrait chez elle, Élise ne pouvait se défaire du sentiment que Lucas Vance en savait bien plus sur Collie qu'il ne le laissait paraître. Le lien entre l'étranger et le prisonnier restait flou, mais une chose était certaine. Vance n'était pas venu à Val-de-Larme par hasard. Cet après-midi-là, l'atmosphère en ville devint de plus en plus lourde. Le shérif Thorne avait posté un adjoint près de la clôture où Collie était entravé, et l'on voyait désormais plus d'hommes qu'à l'accoutumée porter ouvertement leurs fusils en vaquant à leurs occupations. Lorsqu'Élise transmit le message de Lucas Vance à son père, le docteur Dubois fronça les sourcils. « Cet homme a dit quoi ?»« Il voulait discuter du prisonnier Comanche, » expliqua Élise. « Je crois qu'il pense que Collie est innocent. » Le froncement de sourcils de son père s'accentua. « Cette ville est une poudrière en ce moment, Élise. Je ne veux pas que tu te mêles d'affaires qui pourraient devenir dangereuses. » « Mais si Collie n'avait rien fait de mal, il ne lui donne même pas à manger, et à peine de l'eau, » protesta Élise. Le docteur Dubois soupira, reconnaissant la détermination obstinée de sa fille, si semblable à celle de sa mère lorsqu'elle avait pris une décision morale. « Je vais rencontrer monsieur Vance, » concéda-t-il. « Mais tu dois promettre de rester loin du prisonnier. La situation est plus complexe que tu ne le penses. » Élise accepta à contre-cœur, bien qu'elle n'eût aucune intention d'abandonner Collie. À l'approche du crépuscule, elle observa depuis sa fenêtre la ville se préparer pour la nuit, son esprit échafaudant un plan pour aider le guerrier à survivre jusqu'à ce que les desseins de Lucas Vance puissent se réaliser. Ce qu'elle ignorait, c'est que Vance n'était pas le seul à avoir des projets pour la nuit à venir. Des projets qui allaient tous les mettre en grand danger. La vieille horloge du salon venait de sonner 9 heures lorsqu'on frappa doucement à la porte arrière. Le docteur Dubois, qui faisait les 100 pas depuis le dîner, échangea un regard avec Élise avant d'aller ouvrir. Lucas Vance se glissa à l'intérieur, ôtant son chapeau à large bord pour révéler ses mèches grises. « Merci d'avoir accepté de me voir, docteur, » dit Vance d'une voix basse. « Je m'excuse pour le secret, mais ce que j'ai à vous dire ne doit pas être entendu. » Le médecin fit signe vers une chaise à la table de la cuisine. « Ma fille dit que vous avez des inquiétudes concernant le prisonnier. » Vance s'assit, posant son chapeau près de lui. « Plus que des inquiétudes, j'ai des certitudes. » Il regarda Élise, qui restait en retrait. « Ce que je vais dire vous met tous deux en danger, rien qu'en l'entendant. Êtes-vous certain de vouloir sa présence ?» Élise s'est déjà impliquée en parlant au prisonnier, répondit le docteur avec un regard appuyé vers sa fille. Et elle a l'entêtement de sa mère. Elle trouvera un moyen de connaître la vérité de toute façon. Vance hocha lentement la tête. Très bien. Il se pencha en avant, son visage cicatrisé empreint de gravité. L'homme qu'ils appellent l'aigle muet, Collie, est innocent des attaques contre les colons. En fait, il tentait de les empêcher. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent.
Je le savais, il n'a pas l'air d'un tueur. Et comment reconnaissez-vous un tueur, jeune fille demanda Vance, sans méchanceté. Je l'ai juste senti, admit elle. Le regard de Vance s'adoucit. Vos instincts vous servent bien. Collie est en réalité un chef de paix parmi son peuple. Il essayait de négocier avec l'armée pour mettre fin à l'effusion de sang entre les colons et les Comanches. Alors pourquoi est-il détenu pour meurtre demanda le docteur Dubois avec scepticisme. Vance soupira. Parce qu'il y a une faction au sein de l'armée qui ne veut pas la paix. Le capitaine Roche, au fort voisin, profite du conflit. Il vole les chevaux des Comanches, les vend au Mexique et met le bétail manquant sur le compte des raids indiens. Lorsque des colons sont tués en représailles, il s'en sert pour justifier des mesures plus sévères contre les tribus. « C'est terrible », murmura Élise. « Comment savez-vous tout cela » insista le médecin. Vance hésita, puis plongea la main dans sa veste et en sortit un document plié. « Parce que je travaille pour le département de l'Intérieur. J'enquête sur la corruption dans les postes frontaliers. Mon vrai nom est Maréchal Lucas Vance. » Le docteur Dubois examina les papiers, sourcils levés. « Vous êtes loin de Washington, maréchal. »« Je suis sous couverture depuis des mois. Collie a été mon informateur, m'aidant à rassembler des preuves contre Roche et ses hommes. » Le visage de Vance s'assombrit. « Quand Roche a découvert que Collie travaillait avec moi, il a orchestré ses attaques contre les colons et s'est assuré que Collie soit blâmé. »« Pourquoi Collie ne dit-il pas la vérité au shérif ?» demanda Élise. « Parce qu'il parle peu notre langue, et même s'il le faisait, qui croirait un Comanche plutôt qu'un capitaine de l'armée américaine ?» répondit Vance en passant une main dans ses cheveux. « De plus, les hommes de Roche le cherchent. La seule raison pour laquelle ils ne l'ont pas encore trouvé, c'est qu'ils cherchent un guerrier en fuite, pas un prisonnier attaché à la clôture du shérif. » Le docteur Dubois fronça les sourcils. « Que comptez-vous faire ? Je dois sortir Cody de Val-de-Larme avant que les hommes de Roche n'arrivent ou que les habitants ne décident de faire justice eux-mêmes, » expliqua Vance. « J'ai envoyé un message à mes supérieurs, mais l'aide n'arrivera pas avant une semaine. Le juge Harrison est un homme honnête qui écouterait, mais Collie pourrait ne pas survivre jusqu'à son arrivée, » termina solennellement Élise. Vance opina du chef. « Exactement. J'ai vu comment les gens le regardent. Il ne faudra pas grand-chose pour déclencher un lynchage. » Le médecin se leva et fit les 100 pas dans la petite cuisine. « Ce que vous suggérez, c'est d'aider un prisonnier à s'évader. C'est illégal, maréchal. Je ne vous demande pas d'enfreindre la loi, docteur. Je partage simplement la vérité pour que vous compreniez l'enjeu. » Vance se tourna vers Élise. « Vous avez fait preuve de bonté envers Collie. Cela signifie plus que vous ne le pensez. » Élise se mordit la lèvre, rassemblant son courage. « Je peux aider. »« Élise, » protesta son père. « Père, si ce que M. Vance dit est vrai, alors un innocent va mourir. Maman disait toujours que ne rien faire face à l'injustice nous rend complices. » Le docteur Dubois ferma brièvement les yeux, la mention de sa défunte épouse le touchant visiblement. « Catherine aurait aidé, » admit-il doucement. Un tumulte soudain à l'extérieur attira leur attention. Des voix élevées et la lueur de torches filtrèrent à travers les rideaux. Vance se déplaça rapidement vers la fenêtre. « Ça commence », dit-il d'un ton sinistre. « Une foule se rassemble. » Le médecin le rejoignit, le visage blême. « C'est Van qui les mène. Il n'a cessé d'agiter les esprits toute la journée. » Par l'ouverture des rideaux, Élise pouvait voir au moins une douzaine d'hommes, plusieurs portant des torches, se dirigeant résolument vers la prison. La voix de Silas Vane portait clairement dans l'air nocturne. « Shérif Thorne, sortez cet Indien. La justice ne peut pas attendre un juge. » Vance se tourna vers eux, l'expression urgente. « Je dois atteindre Cody avant eux. Docteur, votre présence pourrait aider à calmer les choses. Ils vous respectent. Si vous pouviez me faire gagner un peu de temps. » Le docteur Dubois n'hésita que brièvement avant d'acquiescer. « J'essaierai de les raisonner. » Il se tourna vers Élise. « Toi, reste ici, verrouille les portes et n'ouvre à personne d'autre qu'à moi. » Élise hocha la tête solennellement, bien que son esprit fût déjà ailleurs. Dès que son père et Vance eurent franchi la porte d'entrée, elle se glissa par l'arrière, contournant les bâtiments pour approcher la prison par la direction opposée à celle de la foule. L'air de la nuit portait une odeur de fumée et de tension alors qu'elle s'approchait. Elle pouvait entendre la voix du shérif Thorne, ferme mais isolé face à la foule grandissante. « Reculez, Vance, cet homme fera face à la vraie justice. »
La seule justice qu'un Comanche comprend se trouve au bout d'une corde, hurla Vance, s'attirant les rugissements d'approbation de la meute. Le cœur d'Élise battait à tout rompre alors qu'elle atteignait l'arrière du bâtiment. Collie était toujours attaché au poteau, la tête levée maintenant, observant la confrontation. Il ne montrait aucune peur, seulement une dignité tranquille qui renforça la résolution d'Élise. Elle ne voyait Vance nulle part, mais elle savait ce qu'elle avait à faire. Tandis que toute l'attention était focalisée sur le face-à-face entre le shérif et la foule, Élise rampa jusqu'à Collie. « Je vais t'aider », chuchota-t-elle en sortant un petit couteau de cuisine de sa poche. Les yeux sombres de Collie s'écarquillèrent légèrement. « Dangereux », murmura-t-il. « Pars !»« Non », insista Élise, commençant à scier les cordes épaisses qui liaient ses poignets. « Monsieur Vance nous a dit la vérité. Tu es innocent. » Alors que la corde commençait à s'effilocher, l'argumentation devant la prison s'envenima. La voix du docteur Dubois avait rejoint celle du shérif, tentant de raisonner la foule. Mais les réponses colériques de Vine suggéraient que cela ne fonctionnait pas. « Ils vont bientôt charger le shérif », chuchota Élise avec urgence, travaillant plus vite sur les liens. « Quand tu seras libre, passe par l'arrière des bâtiments. Reste dans l'ombre. » Juste au moment où les derniers brins de corde cédaient, un coup de feu claqua dans la nuit. Élise sursauta, manquant de lâcher le couteau. La foule se tut momentanément. « C'était un tir de sommation !» cria le shérif Thorne. « Le prochain ne le sera pas. Maintenant, dispersez-vous !» Au lieu de reculer, quelqu'un dans la foule lança une bouteille qui se fracassa contre le mur de la prison. La marée humaine déferla. « Vas-y maintenant !» pressa Élise en aidant Collie à se lever. Ses jambes étaient instables après des jours d'entrave, mais la détermination se lisait sur son visage. « Merci », dit-il doucement, touchant brièvement son épaule avant de se fondre dans les ombres derrière le bâtiment. Élise se plaqua contre le mur de bois, le cœur battant la chamade. Elle l'avait fait. Collie était libre. Mais qu'allait-il se passer maintenant ? Les cris à l'avant du bâtiment s'étaient transformés en bruit de lutte. Elle devait rentrer avant que quiconque ne découvre son rôle dans les événements de cette nuit. Alors qu'elle commençait à s'éloigner, une main rude se plaqua soudainement sur sa bouche. Élise tenta de crier, mais le son fut étouffé, tandis qu'on l'entraînait plus profondément dans l'obscurité. « Doucement, petite, c'est moi !» La voix de Lucas Vance chuchota à son oreille alors qu'il relâchait son étreinte. « Bon sang, que fais-tu ici ? Où est Collie ?»« Je l'ai libéré, » murmura Élise, tremblante. « Il est parti par là, vers la rivière. » L'expression de Vance oscilla entre l'incrédulité et l'admiration. « Tu es soit la fille la plus courageuse, soit la plus folle que j'ai jamais rencontrée. » Il jeta un coup d'œil vers le tumulte. « Ton père aide le shérif à retenir la foule, mais ça ne durera pas. Nous devons te ramener chez toi avant que quelqu'un ne réalise ce qu'il s'est passé. »« Et Collie ?» s'inquiéta-t-elle. « Je le trouverai. Nous avons un point de rendez-vous. » Vance la guida à travers les ombres. « Reste baissé et ne fais pas de bruit. » Ils avaient presque atteint l'arrière de la maison du docteur lorsqu'un cri s'éleva depuis la prison. « L'Indien est parti! Fouillez la ville !» Vance jura entre ses dents. Ils ont découvert sa disparition plus tôt que je ne l'espérais. Il s'accroupit près d'Élise derrière un baril d'eau. « Écoute attentivement. Rentre, mets-toi au lit et fais semblant de dormir. Si quelqu'un demande, tu as été à la maison toute la nuit. Et vous? Et Collie? Ne t'inquiète pas pour nous. Ton père avait raison. Tu en as déjà fait assez. » Son visage marqué s'adoucit. « Plus qu'assez. Maintenant, file. » Élise obéit à contre-cœur, se glissant par la porte arrière et montant dans sa chambre. De sa fenêtre, elle pouvait voir des hommes avec des torches se disperser dans toute la ville, traquant le fugitif. Elle grimpa dans son lit tout habillée, remontant les couvertures jusqu'au menton, juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrait avec fracas. « Élise !» appela son père, la voix serrée par l'inquiétude. « Ici, père !» répondit-elle, essayant de paraître endormie. Le docteur Dubois apparut dans l'encadrement de sa porte, le visage marqué par le soulagement en la voyant. « Dieu merci, il y a des problèmes en ville, le Comanche s'est échappé. » Élise écarquilla les yeux dans une surprise feinte. « Comment ? Quelqu'un a coupé ses cordes. » Le médecin étudia son visage avec suspicion. « Tu n'as pas quitté la maison, n'est-ce pas ? » « Non, père, mentit-elle, détestant cette tromperie mais sachant qu'elle était nécessaire. « Je suis ici depuis votre départ. » Il sembla accepter cela, bien que pas entièrement convaincu.
Reste à l'intérieur. Les hommes cherchent le prisonnier et ils ne sont pas d'humeur à raisonner ce soir. » Tandis que son père partait rassembler du matériel médical, anticipant les blessures de la nuit, Élise retourna à la fenêtre. Les recherches s'intensifiaient, des cris de colère résonnant à travers Val-de-Larme. Elle pria pour que Collie et Vance aient réussi à s'éloigner sains et saufs, mais son jeune cœur savait que le danger était loin d'être écarté. 2 heures plus tard, alors que les recherches se poursuivaient, un mouvement furtif à la lisière de la propriété attira l'attention d'Élise. Une silhouette était accroupie derrière le tas de bois, trop petite pour être celle de Vance ou de Collie. Plissant les yeux dans la clarté blafarde de la lune, elle reconnut Thomas Meline, le fils de la veuve, âgé de 12 ans. Piquée par la curiosité, Élise descendit l'escalier à pas de loup et se glissa une fois de plus par la porte arrière. Son père était parti soigner le shérif Thorne, blessé durant l'émeute. « Thomas » chuchota-t-elle en s'approchant du tas de bois. « Que fais-tu là » Le garçon sursauta, manquant de crier avant de la reconnaître. « Élise, je les ai vus. » L'Indien et l'étranger à la cicatrice. Ils se cachent dans le vieux puits de mine, au nord de la ville. Mais Vance et ses hommes se dirigent par là. Le sang d'Élise ne fit qu'un tour. Comment savent-ils où chercher ? Ils ont trouvé des traces menant au nord, expliqua Thomas, le souffle court. Et je crois que j'ai peut-être dit à Monsieur Von que j'avais vu quelqu'un courir dans cette direction plus tôt. Je ne savais pas que c'était important. Élise saisit le bras de Thomas. « Tu dois m'aider, nous devons les prévenir. » « Mais comment ? Les hommes sont à cheval. Ils arriveront avant nous. » Une idée désespérée germa dans l'esprit d'Élise. « Pas si nous créons une diversion. » Elle pointa du doigt l'empilement de bottes de foin près de l'écurie de Moreau, à l'opposé de la ville. S'il y a un incendie au sud, ils devront revenir pour l'éteindre. Les yeux de Thomas s'agrandirent de terreur. « Tu veux mettre le feu ? On pourrait brûler toute la ville. » « Pas les bâtiments, juste le foin. Assez de fumée pour attirer l'attention. » Élise se dirigeait déjà vers l'écurie. C'est le seul moyen de donner du temps à vendre ses colis. À contre-cœur, Thomas la suivit. Lorsqu'ils atteignirent les balles de foin, Élise décrocha la lanterne suspendue à l'extérieur de l'étable. Ses mains tremblaient en craquant une allumette. « C'est de la folie, » chuchota Thomas. « On va avoir de gros ennuis. »« Un innocent mourra si on ne le fait pas, » répliqua Élise, son jeune visage marqué par la détermination. Elle approcha la flamme du bord d'une botte de foin, regardant la paille sèche s'embraser instantanément. « Maintenant, cours !» Ils se replièrent dans l'ombre de l'épicerie, observant les flammes se propager. En quelques minutes, une fumée noire s'éleva dans le ciel nocturne, et les cris « Au feu !» remplacèrent les appels de la patrouille. Des cavaliers, y compris Van et ses acolytes, revinrent au galop vers la ville. Le feu de foin avait pris plus d'ampleur qu'Élise ne l'avait prévu, menaçant de s'étendre à la structure même de l'écurie. « Tout le monde, formez une chaîne de sauts !» hurla le shérif Thorne, la tête bandée. Le docteur Dubois était à ses côtés, organisant les habitants en une force de lutte contre l'incendie efficace. Dans le chaos, personne ne remarqua 2 petites silhouettes s'éclipsant vers le nord, courant aussi vite que leurs jeunes jambes le permettaient vers le puits de mine abandonné. L'air de la nuit, déjà âcre de fumée, devint plus frais alors qu'ils laissaient la ville derrière eux, suivant le sentier étroit qui serpentait à travers les mesquites broussailleux. « Là !» pointa Thomas vers une ouverture sombre à flanc de colline. « C'est la vieille mine. » Élise s'approcha avec prudence. « Monsieur Vance, Collie, vous êtes là ? C'est Élise Dubois. » Pendant un long moment, il n'y eut que le silence. Puis Vance émergea des ombres, fusil à la main. « Élise, au nom du ciel !»« Vance et ses hommes savent que vous êtes ici, » halta-t-elle, essayant de reprendre son souffle. « Ils venaient par là, mais nous avons allumé un feu pour les ramener en ville. Vous devez partir maintenant. » Le visage de Vance s'assombrit. « Vous avez allumé un feu ?»« Juste les bottes de foin, » intervint Thomas. « Mais ça se propage assez vite. » Collie apparut aux côtés de Vance, désormais vêtu de vêtements civils plutôt que des peaux en lambeaux qu'il portait en tant que prisonnier. Ses longs cheveux étaient attachés, et dans l'obscurité, il aurait pu passer pour un vaquero mexicain plutôt qu'un guerrier comanche. « Fille courageuse, dit-il à Élise, son français hésitant mais clair. « Cœur brave. » Vance consulta sa montre à gousset. « Nous attendions minuit pour bouger. La diversion pourrait aider, mais nous devons être à des kilomètres d'ici avant l'aube. »
Il étudia les deux enfants d'un air pensif. « Vous avez tous deux pris des risques terribles ce soir. »« Nous ne pouvions pas les laisser pendre un innocent, » répondit simplement Élise. Vance hocha la tête solennellement. « Votre père vous a bien élevé, Élise Dubois. » Il se tourna vers Collie. « Nous devons partir tant que la ville est occupée. » Collie s'avança et retira quelque chose de son cou, une petite poche en cuir sur un cordon. Il la plaça dans la paume d'Élise et referma ses doigts dessus. « Protection, dit-il. Souviens-toi de Collie. » Élise hocha la tête, retenant ses larmes. « Serez-vous en sécurité ?»« Je l'emmène au fort du Nord, » répondit Vance. « Il y a un colonel là-bas qui enquête indépendamment sur le capitaine Roche. Avec le témoignage de Collie et mes preuves, nous pouvons traduire Roche en justice et peut-être commencer à bâtir une véritable paix. »« Et les gens que Roche a tués ?» demanda Thomas. « Les colons sur les pistes ?» Le visage de Vance se durcit. « La justice fonctionne dans les deux sens, fils. Roche et ses hommes répondront de ces morts, pas la nation Comanche. » Le bruit de sabots lointains les fit tous se tendre. « Ils reviennent, » dit Vance avec urgence. « Vous, les enfants, devez retourner en ville immédiatement. Si on vous découvre ici, il n'y aura aucune explication possible. » Impulsivement, Élise étreignit Collie, puis Vance. « Soyez prudents. »« Toi aussi, petit incendiaire, » répondit Vance avec une pointe de sourire. « Allez, filez tous les deux. » Élise et Thomas coururent vers Val-de-Larme. La fumée du feu de foin était encore visible contre le ciel nocturne. Ils se séparèrent à l'orée de la ville, Thomas se dirigeant vers la maison de sa mère, tandis qu'Élise se glissait chez son père. Elle venait juste de cacher le présent de Collie sous son oreiller lorsque le docteur Dubois rentra, sentant la fumée et l'épuisement. « Le feu est maîtrisé, » rapporta-t-il, semblant accepter sa présence au lit comme une confirmation qu'elle y avait été tout du long. « Bien que nous ayons failli perdre l'écurie, personne ne sait comment cela a commencé. »« Comme c'est étrange, » murmura Élise. Son père lui lança un long regard inquisiteur. En effet, presque aussi étrange que l'évasion du Comanche. Le shérif Thorne jure que les cordes ont été coupées avec une petite lame bien aiguisée. Ses yeux glissèrent vers la commode d'Élise, là où son petit couteau de cuisine reposait habituellement. La patrouille a perdu la trace au nord de la ville. Il semble que notre ami Comanche et le maréchal Vance se soient volatilisés. Élise retint son souffle, attendant l'accusation, mais elle ne vint jamais. Au lieu de cela, son père s'assit lourdement sur le bord du lit. « Ta mère aurait fait la même chose, » dit-il doucement. Elle ne pouvait supporter l'injustice. Les yeux d'Élise s'empirent de larmes. « Es-tu en colère contre moi ?» Le docteur Dubois soupira profondément. « Je devrais l'être. Tu t'es mise en grand danger ce soir. » Il prit sa petite main dans la sienne. « Mais je constate que je suis surtout fier. Il faut du courage pour défendre ce qui est juste, surtout quand tout le monde autour de soi est convaincu du contraire. »« Collie et M. Vance iront-ils bien ?» demanda-t-elle. « Je l'espère. Vance m'a l'air d'un homme capable, et d'après ce que j'ai vu, ton ami Comanche est tout aussi ingénieux. » Il se leva soudainement, paraissant très fatigué. La vérité finit toujours par éclater. Peut-être qu'un jour, Val-de-Larme saura ce qu'il s'est réellement passé ici. Alors que son père quittait la chambre, Élise sortit le cadeau de Collie de dessous son oreiller. Dans la faible clarté lunaire filtrant à travers sa fenêtre, elle ouvrit la petite poche en cuir. À l'intérieur se trouvait une pointe de flèche parfaitement taillée dans le silex, enveloppée de tendons, accompagnée d'une unique plume d'aigle, celle que le shérif lui avait prise. Élise sourit, sachant que quelque part dans l'obscurité, Collie chevauchait vers la liberté, emportant avec lui l'histoire d'une fille qui avait mis le feu à bien plus que des bottes de foin. Elle avait allumé l'étincelle de la justice dans une ville qui avait oublié le vrai sens de ce mot. Dans les années qui suivirent, la légende du prisonnier Comanche et du feu mystérieux devint une part du folklore de Val-de-Larme. Mais seule Élise Dubois connaîtrait la vérité absolue. Parfois, les plus petites mains peuvent dénouer les nœuds de la haine et de la peur, libérant non seulement un guerrier accusé à tort, mais aussi la conscience d'une ville frontière, luttant pour trouver sa boussole morale dans un monde où justice et clémence marchaient trop rarement main dans la main.